Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce live de la tribune. Sur le thème, pour ce qui concerne la région Bretagne, sur le thème de la relance et de la jeunesse. Alors déjà, je vais commencer par présenter mes invités. Georgette Bréard, qui est vice-présidente de la région chargée de la formation et de l'orientation. Marie-Laure Collet, qui est présidente du groupe Calicea et du cabinet Abaca, de cabinet de conseil en ressources humaines Abaca. Vous êtes aussi vice-présidente de la région Produits en Bretagne, vice-présidente de Produits en Bretagne, le réseau qui réunit des 440 entreprises aujourd'hui dans le réseau, 440, et vice-présidente du Absolument. MEDEF Bretagne pour la branche Syntec. Jérémy Placereau, vous êtes directeur commercial d'Hello Work, un acteur du digital sur l'emploi, le recrutement et la formation, et Daniel Vergès, vous êtes directeur du Pool, la structure qui a fusionné la Technopole Rennes Atalante et la French Tech Rennes Saint-Malo. Alors, le sujet de la relance, c'est vrai que le recrutement, on vit une période un petit peu de transition. Le recrutement des jeunes, l'orientation et l'insertion professionnelle étaient déjà des enjeux que les acteurs économiques, les entreprises et les collectivités abordaient et traitaient depuis longtemps. Comment la crise du Covid-19 amplifie-t-elle ce sujet et rebat peut-être les cartes? De nombreux étudiants sans cours ou en tout cas sans cours dans les amphis, mais à distance depuis plusieurs mois. La recherche de stage est plus compliquée et il y a un certain mal-être qui s'accentue chez certains. Quelles sont les actions mises en œuvre au niveau territorial pour répondre à cette problématique et pour ne pas laisser une partie des jeunes de côté et peut-être aussi leur permettre de se projeter vers l'avenir. J'ai l'impression, Madame Bréard, que vous m'avez dit hier qu'il y avait un changement de logiciel depuis mars 2020. Est-ce que justement les jeunes ont de plus en plus de mal à trouver du sens et à se projeter dans l'avenir et comment est-ce que la région s'engage pour essayer de pallier ce problème-là? Je crois que oui, le sujet de donner du sens à son parcours, à sa formation, à son projet de vie devient important chez les jeunes. Et je pense que ça l'a toujours été, bien sûr, hein. C'est pas nouveau, mais la pandémie, Euh, et puis la succession de confinements, la succession de contraintes sanitaires qui génèrent plus exactement des conséquences sociales, des conséquences économiques, et puis aussi des conséquences psychologiques chez les jeunes, hein. On commence à en parler forcément depuis un an et surtout depuis la rentrée de septembre-octobre. On sent bien qu'il y a une réalité qui assaille à la fois les jeunes, mais aussi les familles et les personnes qui accompagnent les jeunes plus particulièrement. Donc, au niveau du Conseil régional, on a bien sûr renforcé les dispositifs, les actions que nous menions déjà en ce sens. Et la semaine prochaine, dans une session très particulière, puisqu'elle se fera quasiment à distance, nous allons développer de nouvelles actions. Je pense notamment, c'est pas moi Beaucoup qui le plan conduis ça, jeunesse, mais justement, je parle pardon? c'est le plan. Vous allez mettre, voilà, vous allez présenter le fameux plan jeunesse. Alors, Voilà. je précise, il est doté d'un budget de 2,7 millions d'euros. 1 million d'euros ont déjà été débloqués pour l'aide aux étudiants. Et il y a 32 mesures hein, à court C'est et à ça. moyen terme pour aider les jeunes. Et trois grandes priorités dans ce plan. Alors, quelles sont-elles? Alors, trois grandes priorités pour ce qui concerne les politiques que je conduis autour de la formation, comme vous l'avez indiqué, mais ça n'exclut pas, bien sûr, d'autres actions que je ne vais pas développer, mais simplement les citer très rapidement autour de l'écoute de la jeunesse et notamment la mise en place d'un réseau d'écoute sur l'ensemble du territoire. Je ne vais pas développer ça, mais en ce qui me concerne, il y a effectivement
effectivement trois chantiers qui vont être renforcés. Le chantier autour du décrochage, autour des solutions à apporter, du décrochage des étudiants, hein, parce que le décrochage des jeunes et l'encrochage, si on peut dire dans le jargon québécois, on s'en est déjà saisi, bien sûr. Mais nous voulons justement travailler plus particulièrement avec les universités autour de la situation des étudiants, être en capacité de mesurer la situation des étudiants qui décrochent, dans quels sont leurs profils, quelles sont leurs attentes, quels sont leurs besoins, être en capacité aussi de mettre en place des solutions immédiatement avec les universités, notamment déployer notre dispositif prépa projet, qui est un dispositif, comme le terme l'indique, qui permet de préparer, d'élaborer son projet de formation, son projet d'orientation, son projet professionnel, et donc de proposer à des universités de le déployer dans les universités ou dans des sites proches des universités pour que les étudiants, notamment de première année, puissent accéder à ce dispositif-là. C'est aussi mettre en place un observatoire du décrochage des étudiants immédiatement, mais on sait bien que l'efficacité de la connaissance du décrochage apparaîtra peut-être dans 6 mois, dans 1 an, mais en tout cas, c'est une volonté forte que nous avons. Le deuxième chantier, c'est de renforcer la formation qui permettra peut-être de compléter des formations d'étudiants, des formations de jeunes par des modules complémentaires pour permettre une intégration dans le monde professionnel beaucoup plus rapidement. C'est aussi bien sûr les fameuses 3700 places supplémentaires pour que nous devrons… et 2022. Hein, voilà, sur 2021. Ça va au-delà des étudiants, c'est sur la classe d'âge des 18-30. Tout à fait. C'est sur l'ensemble de la classe d'âge jusqu'à 30 ans. On pourra y revenir si vous voulez. Et puis, vous avez abordé le sujet des stages qui est effectivement dans une situation particulière, que ce soit les stages de troisième, les stages pour les jeunes en lycée professionnel, les stages pour les jeunes étudiants, qu'ils soient dans les écoles de commerce, dans les écoles d'ingénieurs ou en BTS, en IUT, etc. Et puis, eh bien, c'est avec les entreprises. Avec les entreprises, puisque la conférence sociale du mois dernier a voté un engagement qui comprend l'engagement qui concerne à la fois l'État, la région, les partenaires sociaux et donc les représentants des entreprises. L'engagement s'intitule « Ouvrons nos portes aux jeunes ». Donc, je pourrais revenir là-dessus. Je ne veux pas prendre trop de temps, bien sûr, mais il y a véritablement une volonté de l'ensemble des acteurs bretons, et Madame Collet pourra en parler pour son réseau plus particulièrement, et on compte sur eux, sur le Syntec et sur d'autres, bien sûr, mais aussi sur les collectivités territoriales, hein, qui peuvent accueillir des jeunes en stage, bien sûr, sur la région. La région doit être exemplaire aussi dans le cadre de sa contribution en tant que collectivité pour accueillir des jeunes. Voilà, on compte sur tout le monde. Donc justement, Madame Collet, en tant que dirigeante, vice-présidente de Produits en Bretagne, vice-présidente du MEDEF, que vous enseigne cette crise finalement en termes de recrutement des étudiants et des jeunes par les entreprises? Est-ce qu'il y a là aussi un logiciel à changer ou des choses à faire évoluer? Je ne serais pas si radicale, bonjour à toutes et tous, je ne serais pas aussi radicale en disant qu'il faut changer de logiciel, mais il faut le faire effectivement évoluer. De toute façon, un logiciel, dès qu'il n'évolue pas, il est obsolète. Et ce n'est pas à Daniel Gergès ou à Jérémy Placereau que je vais l'apprendre, puisque c'est leur domaine. Néanmoins, on se le disait en préparant l'émission, toutes les crises sensibilisent les populations dites fragiles par rapport à l'emploi, que ce soit les juniors, les seniors ou les personnes en situation de handicap ou les gens plus éloignés de l'emploi. Donc évidemment, avec cette pandémie et cette crise inédite,
Nous avons tout de suite été sensibilisés à l'emploi des jeunes, que ce soit effectivement les partenaires sociaux, et moi je représente la Fédération Syntec et l'Interpro qu'est le MEDEF. Nous avons tout de suite relayé les mesures gouvernementales et notamment par la voie du ministère du Travail qui a mis en place le dispositif Un jeune, une solution. Donc, le MEDEF s'en est fait écho et toutes les associations de France qui sont faites de chefs d'entreprise ont été sensibilisées à cette dimension, plus que jamais. Donc, on nous a demandé, pour reprendre une expression qui n'est peut-être pas celle que je ferai mienne, mais pour reprendre celle qu'a dit le président de la République, on a tous été mis à contribution dans l'effort de guerre pour surtout ne pas oublier ni les stagiaires ni les alternants. En fait, les entreprises sont toujours très accueillantes par rapport aux jeunes, que ce soit des stagiaires, des alternants, des jobs d'été, des apprentis. Qu'est-ce qui freine finalement une entreprise à accepter un jeune en période de crise? C'est le temps dévolu à le former. Puisque en fait, en période de crise, on est tous sur nos essentiels. Et nos essentiels, c'est de faire tourner nos boutiques. Et du coup, tous nos salariés sont mobilisés à cela. Et il était très important que le ministère du Travail nous rappelle, par la voie du dispositif Un jeune, une solution, et que le MEDEF fasse une grande campagne de communication pour faire valoir les aides qui sont mises en place dans le cadre du plan de relance sur l'inclusion des alternants. C'était de dire, ce n'est pas parce que nous sommes en crise que nous ne devons pas faire comme tous les ans, accueillir des stagiaires, accueillir des apprentis, accueillir des alternants, accueillir des jobs d'été. Et évidemment, ce qui a été mis à mal, c'est que tout ce qu'on faisait d'une façon assez conviviale jusqu'à l'année dernière, à savoir les job dating, les rencontres, les salons, eh bien ça, le présentiel a été éradiqué du jour au lendemain, et il a fallu aller sur finalement des modèles de rencontres différents en distanciel. Et on a la chance en Bretagne, et Georgette Bréard le rappelait, d'être sur une paire de réseaux et où la cohésion des partenaires sociaux est très forte, hein, la conférence sociale le démontre, c'est de dire qu'on a des écoles, des universités qui organisent des choses en marge des formations académiques pour permettre aux jeunes de venir rencontrer, en tout cas aux jeunes, je vais dire aux gens qui sont en formation, parce qu'il y a aussi des moins jeunes qui sont en formation et qui ont besoin de valider leur diplôme par des stages, et bien d'avoir des opérations qui permettent qui permettent aux jeunes de rencontrer les entreprises, y compris en distanciel. Je vais juste citer la dernière opération à laquelle moi j'ai de votre activité. Dans le cadre de votre activité chez Calicea et Abaca, vous avez racheté il y a 3 ans une start-up, MyJob. Justement, vous parliez de distanciel et elle rapproche, quelle est son activité à cette start-up? C'est le rapprochement des compétences et des cahiers des charges des entreprises. Enfin, vous mettez en relation… Voilà. Alors, justement, et merci de le présenter ainsi. En fait, la plateforme MyJob Compati est une plateforme de recrutement par cooptation et recommandation entièrement digitale, et elle permet de faire valoir le réseau de tout à chacun pour permettre d'aider, et ça fait appel à la générosité de chacun, d'aider ceux qui peuvent être en recherche d'emploi ou de jobs d'été ou CDD, enfin ça touche toutes les populations, d'être mise au courant des emplois vacants, des stages dans un périmètre territorial qui est acceptable. On sait qu'un demandeur d'emploi qui recherche un emploi, généralement, la moyenne qui est définie par l'INSEE, c'est qu'on retrouve dans un rayon de 11,7 km par rapport à son domicile. Donc, en fait, la notion de réseau de proximité, qui est la famille, qui est le milieu professionnel, qui sont les amis, joue un rôle très important. Donc, cette plateforme a cette vocation de mettre en réseau très rapidement les gens. Et MyJob Company, qui est une start-up, donc commence, et était très déficitaire sur la notion de flux. Et donc, c'est pour ça que nous avons travaillé à un rapprochement avec Pôle emploi, qui, lui, Pôle emploi est l'organisme qui a énormément de flux,
vous permettra d'avoir l'ensemble des annonces de Pôle emploi et de faire de chaque demandeur d'emploi un acteur de son propre recrutement. C'est-à-dire que, vous savez, hein, on tape beaucoup sur les recruteurs qui sont des sélectionneurs, qui sont ceux qui empêchent et qui ralentissent tout au moins l'accès à l'emploi. Et là, au contraire, on se dit que de fait de mettre les demandeurs d'emploi aussi en action, c'est-à-dire qu'ils deviennent eux-mêmes des coopteurs et de recommandeurs, donc des recruteurs potentiels, en fait, qui font la mise en relation. Bien sûr, l'évaluation des compétences est faite après par l'entreprise qui recrute, mais cette mise en relation permet aussi à chaque demandeur d'emploi qui peut avoir une baisse de morale de se dire eh ben, moi, je vais aussi agir, certes pour moi, mais aussi pour mon voisin. Voilà, donc c'est un peu l'objet et la finalité très sociétale et sociale de la plateforme. Et cette plateforme, aujourd'hui, elle représente combien de recrutements et combien de coopteurs? Alors, les coopteurs, la communauté de coopteurs ne cesse de grandir. Aujourd'hui, c'est près de 70 000 coopteurs. Et en fait, quand on dit coopteurs, il faut que ce soit des coopteurs actifs. Parce qu'on peut dire qu'on a beaucoup plus de coopteurs, mais qui peuvent être passifs. C'est ceux juste qui s'inscrivent et qui ne font jamais fonctionner la plateforme. Là où on a aujourd'hui un développement qui s'affiche, c'est justement grâce au flux de Pôle emploi qui délivre ces annonces. Et là, il y a une question après d'intérêt aussi ludique. Hein, on gamifie un petit peu le recrutement en ayant une prime au recrutement donnée aux coopteurs. Donc, My Job Company, vous l'avez racheté grâce au patron d'Hello Work, hein, donc parce que vous êtes cliente. Absolument, absolument. J'ai eu la grande chance d'être contactée par Jérôme Ambroster qui un jour m'a appelé et m'a dit Marie-Laure, tiens, on nous a proposé quelque chose. Moi, il y a quelques actifs de cette entreprise qui m'intéressent, mais pas tout. Est-ce que toi, ça peut t'intéresser? Et en fait, j'ai étudié avec mes conseils le dossier et je suis allée racheter les actifs de cette start-up il y a 2 ans et demi maintenant. Donc, Jérémy Placereau, bonjour. Donc, Hello Work, c'est un acteur du digital sur l'emploi, le recrutement, la formation. Quelle est sa mission générale et quel est l'enseignement que vous tirez de ces derniers mois, sachant que vous avez amélioré, en tout cas enrichi la couverture des différents segments d'activité d'Hello Work en rachetant récemment deux startups, Diplomeo et C-Cube, qui couvrent effectivement, ça va du lycée jusqu'à la fin des études. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous travaillez? Tout à fait. Donc, la mission d'Hello Work, c'est d'accompagner les actifs tout au long de leur vie. Donc, pour ça, on édite des services digitaux qui sont utilisés chaque mois par un peu plus de 5 millions de Français, à la fois dans l'emploi, à travers des plateformes que sont Région Job, Paris Job ou encore Cadréo, qui sont utilisés par un peu plus de 10 000 recruteurs au quotidien et qui permettent 2 000 recrutements par jour, qui sont facilités par nos services. On édite également des solutions en HRTech pour accompagner et favoriser l'expérience recruteur et candidat, comme Holist, qui est une solution de programmatique RH. Et on édite également des solutions en formation pour faciliter la mise en relation entre candidats et organismes de formation et entre candidats et écoles. Donc, on a 2 solutions qui sont Diplomeo, qui est une plateforme d'orientation qui a été utilisée par 40% des bacheliers en 2020. C'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Vous notez une croissance sur les usages? Tout à fait. On note une croissance sur les usages. Forcément, le contexte économique a entraîné des changements sur cette partie, sur ce qui concerne les jeunes. Jusqu'à présent, ils avaient l'habitude d'aller dans des salons étudiants pour obtenir les réponses à leurs questions. Et forcément, le contexte sanitaire a fait que ces événements ne peuvent plus se tenir. Et donc, les jeunes se tournent vers des plateformes digitales telles que Diplomeo pour trouver toutes les réponses à leurs questions et trouver l'école qui va leur correspondre pour la suite de leurs études. Donc ça concerne les jeunes, mais on a également une plateforme qui s'adresse davantage aux actifs, qui s'appelle maformation.fr et qui est un site de mise en relation entre actifs et organismes de formation. On recense un peu plus de 270 000 offres de formation. Et là aussi, on a vu un vrai changement entre l'avant et l'après Covid. Les Français ont eu un vrai engouement pour la formation. On a plus de 40% de recherche en plus depuis le premier confinement. Je pense que ça s'explique par 2 choses. La première chose, c'est que le télétravail, l'activité partielle sont plutôt propices
à la quête de sens, on réfléchit à ce qu'on aimerait vraiment faire plus tard. Et la deuxième raison qui explique cela, c'est que beaucoup de Français se sont aussi dit, en fait, c'est le bon moment pour monter aux compétences, en profitant notamment des dispositifs qui ont été mis en place par le gouvernement. Je pense par exemple au FNE Formation, qui a permis et qui permet toujours aux Français en activité partielle de se voir financer une partie de leur formation par le gouvernement. Donc, beaucoup de Français ont saisi l'opportunité et aujourd'hui, c'est vrai qu'en cumulant à la fois le FNE Formation, donc le dispositif du gouvernement, et le CPF, compte personnel de formation, beaucoup de Français ont compris qu'il était possible de faire financer sa formation à moindre frais. Donc, voilà un petit peu les services qu'on propose et on les a étoffés également récemment, donc avec le rachat en mars dernier d'une plateforme qui s'appelle C-Cube. Très clairement, on s'est rendu compte avec la crise que beaucoup d'événements qui jusqu'à présent se tenaient en présentiel ont été digitalisés. On pense chez Hello Work que c'est quelque chose qui va durer et on a choisi de miser là-dessus en rachetant la société donc C-Cube, qui est le leader français dans l'organisation d'événements digitaux pour le recrutement en vue de faciliter l'insertion des jeunes diplômés dans la vie active. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout récent et qui va vraiment dans l'air du temps. On pense vraiment que de plus en plus, les événements vont se digitaliser et l'objectif pour nous, c'est d'être présent sur tous ces segments pour toujours plus accompagner les actifs au cours de leur vie. Cette plateforme, comment elle fonctionne? Vous mettez en relation les écoles ou les recruteurs et les jeunes diplômés? Tout à fait. En fait, on permet aux entreprises d'organiser facilement des forums sur lesquels les jeunes vont pouvoir rentrer en contact avec les différents recruteurs pour pouvoir justement trouver un emploi. Et donc, Hello Work en mai prochain va être partenaire du Stade de l'Emploi, qui se déroule normalement au Stade Rennais et qui sera un événement digital. Tout à fait. Donc, Hello Work est partenaire de plusieurs événements digitaux et de plusieurs événements régionaux. On est notamment partenaire du Stade Rennais et du Pool à travers un événement qui s'appelle le Stade de l'Emploi, qui s'est tenu l'année dernière donc en présentiel et qui se tiendra cette année de façon 100% digitalisée à travers justement la technologie C-Cube. Donc justement, Daniel, faire le lien avec les écoles et les universités du territoire et favoriser l'accès aux talents, enfin favoriser les talents dans les entreprises, c'est un des chantiers qui était déjà mis en œuvre par le Pool, qui a été accéléré ou amplifié par cette crise. Oui, tout à fait. C'est dans les gènes du Pool d'accompagner les entreprises innovantes. Donc en Ille-et-Vilaine, mais en lien avec nos collègues bretons, on a une action à l'échelle bretonne avec les autres technopoles, les 7 technopoles de Bretagne. Et donc fortement en lien avec le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. La Bretagne, c'est un territoire, pour appeler ça, en fait, d'excellence en matière d'innovation. Et ça vient d'une présence très, très forte du monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. Rien qu'à Rennes, c'est 70 000 étudiants. Là. Donc, pour reprendre un petit peu les constats que vous avez faits, en fait, la solitude, les enjeux, la difficulté à se reconnecter au monde de l'entreprise, là, qu'on sent bien tous les jours, sont quand même au cœur en fait, d'un des moteurs économiques de la région, puisque ce qui fait la force de l'innovation, c'est les étudiants, les chercheurs, etc. Donc effectivement, nous, au Pool, dans les piliers qu'on utilise pour accompagner, il y a depuis des années le lien très fort qu'on entretient avec le monde étudiant, le monde de la recherche, sur 3 axes. Bon, le premier, c'est comment on développe des liens entre les innovations et la recherche et les startups, donc comment ils peuvent développer ou accéder à des technologies. Le deuxième, c'est la sensibilisation à l'entrepreneuriat, donc c'est comment en fait des étudiants ou des jeunes chercheurs créent des entreprises. Et le troisième, c'est peut-être celui qui nous préoccupe le plus aujourd'hui, c'est comment les startups peuvent recruter des talents issus de l'université. Et des écoles. Donc ça, c'est 3 axes sur lesquels on déploie un panel d'actions depuis des années. Et évidemment, on voit qu'aujourd'hui, c'est pas le moment de freiner et que la demande est toujours là. Je voudrais partager, peut-être pour rebondir sur ce que disait Madame Bréard, un sentiment qu'on voit bien, c'est que cette crise a changé en fait l'état d'esprit des étudiants. Nous, si on regarde par exemple la part de projets qu'on a en entrée, portée par des étudiants, elle augmente là constamment. On a de plus en plus de startups qui sont créées par des étudiants entrepreneurs et on pense, en discutant avec eux, on voit bien que c'est aussi associé à une quête de sens qui
qui est provoquée par cette crise. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on sent très bien, la solitude. Et puis, finalement, là où on essaye de plus agir, hein, c'est dans un monde sans événements physiques, comment garder du lien entre les étudiants et les entreprises. Donc ça, Quelles sont les actions que vous allez mener au-delà du partenariat effectivement avec le Stade de l'Emploi pour cette année? Est-ce qu'il y a d'autres, quelles sont les autres actions que vous menez auprès de cette communauté d'étudiants ou des écoles? En fait, il y a des actions qu'on a montées dans l'urgence au moment des premiers confinements, qui étaient par exemple de recenser, parce qu'il y avait vraiment un sujet sur la difficulté à trouver des stages et des alternances, et c'est d'ailleurs toujours le cas, donc de recenser en fait les offres des écoles et des universités, puis de faire passer cette information-là aux entreprises et aux startups. Donc, bien entendu, on continue à s'investir dans les forums étudiants qui se tiennent de manière virtuelle dans des plateformes comme C-Cube, en étant présent et en essayant de faire venir et participer des startups à l'intérieur de ces forums. Et puis, c'est vrai, dans le cadre du Stade de l'Emploi, comme on est quand même dans ce monde virtuel, au final, maintenant, ça devient moins lisible en fait pour les étudiants de s'y repérer. Et également, hein, c'est quelque chose que je voudrais préciser, un forum étudiant en digital, donc ça permet de garder le lien et d'aller rencontrer des entreprises, mais c'est plus difficile à vivre pour les étudiants, parce qu'il y en a qui sont timides, un forum physique, on y va à plusieurs, c'est plus facile d'aller se présenter. Donc on a aussi des actions en amont pour les préparer. Donc en amont, par exemple, du Stade de l'Emploi, on organise plusieurs webinaires en direction des étudiants pour les aider à se préparer. Donc vous allez les chercher dans les universités, dans les écoles. Là, vous allez… Exactement. Et la démarche, c'était aussi de se dire, dans un monde où les événements online se multiplient, il faut concentrer nos forces. Et c'est pour ça qu'on a souhaité mutualiser anciennement le forum du recrutement numérique qu'on faisait déjà en partenariat avec Région de Job et le Stade de l'Emploi. En digital, on a besoin de faire des éléments puissants et des événements puissants et d'aller les expliquer. La question du fait de donner du sens ou de permettre aux jeunes de se projeter dans l'avenir, ça nous amène au mot compétence, à cette notion de compétence. Madame Collet et Madame Bréard, est-ce qu'il faut aussi faire évoluer certaines attentes des entreprises et ne pas prendre, Madame Collet, c'est votre… vous m'en avez parlé hier, c'est vrai que le curriculum vitae, par exemple, vous semble dépassé. Ça doit clairement… être plus largement quelque chose de compétences et de valeurs, en fait, c'est ce que vous disiez. On sait très bien, et en fait, il y a pas mal de prospectives faites sur toute la transformation de ce qu'on appelle les métiers, et par rapport aux attentes et des besoins en compétences des entreprises. Et on voit qu'il y a aujourd'hui un dysfonctionnement important qui est aussi une barrière liée à la multiplicité culturelle des individus, c'est-à-dire qu'une sémantique ne permet plus d'identifier clairement un métier, et donc on s'oriente davantage vers un portefeuille de compétences, et d'ailleurs la loi Pénicaud pour la liberté de choisir son avenir professionnel va dans ce sens, en tout cas favorise la formation tout au long de la vie et préconise bien sûr de réactualiser ses compétences tout au long de la vie pour garantir son employabilité. Donc, quand on voit le CV, et j'aime à dire toujours que CV, ça veut dire curriculum vitae, on parle plus latin depuis le XVIIIe siècle, et que pour moi, CV, ça veut dire compétences et valeurs qui doivent être mises en face de la culture d'entreprise et des compétences recherchées par les entreprises. Et donc, on devrait plutôt être dans la sémantique, être en capacité de proposer un portefeuille de compétences. On va vers cela. D'ailleurs, toutes les OPCO aujourd'hui parlent de notions de compétences et qui peuvent être mises en face des besoins des entreprises. Et en fait, la segmentation métier avec toutes les transformations liées notamment à la transformation digitale, mais aussi à la transformation de l'environnement et la transformation de tous nos outils professionnels va dans ce sens. Parce que évidemment, quand on parle de métier, par exemple, initial de commercial,
Aujourd'hui, le commercial, quand vous allez dans une start-up, il s'appelle plus commercial. Et quand vous allez dans ce qu'on appelle le secteur du retail, il s'appelle plus non plus commercial. Donc, en fait, vous voyez, cette question de sémantique va devoir évoluer. Les formations vont devoir s'adapter et on va devoir travailler sur réellement le bloc de savoir, le bloc de savoir-être. Mais l'entreprise aura sa part de responsabilité, et je ne pense pas que Mme Briard va me contredire, sur le fait d'être acteur et promouvant sur l'évolution des savoir-faire. Et au sein de Produits en Bretagne, est-ce qu'il y a des actions qui sont menées dans ce sens-là? Alors, au sein de Produits en Bretagne, très tôt, nous avons été sensibilisés et nous avons sensibilisé nos adhérents sur l'inclusion des juniors en travaillant, en créant déjà une commission jeunes et entreprises pilotée par Germain Ledréau et Hervé Le Goff et une de nos permanentes. Et cette commission jeunes et entreprises s'est rapprochée des partenaires sociaux et s'est aperçue qu'effectivement sur l'ensemble du territoire avec les collectivités territoriales, il y avait des actions communes à mener. Et de ce fait, notre président Loïc Henaf se fait le porte-voix de toutes les actions de la région. Alors, quand je dis la région, c'est le conseil régional sur toutes les solutions, toutes les promotions faites sur l'employabilité des jeunes. Il y a des découvertes d'entreprises physiques et à distanciel qui sont organisées. Et il y a aussi une incitation au recrutement des stagiaires, de la création des jobs d'été et des alternants, avec ce qu'on appelle, nous, la caravane estivale de Produits en Bretagne, qui fait aussi connaître l'ensemble des métiers de nos entreprises. Parce que Produits en Bretagne, aujourd'hui, a beaucoup évolué depuis ses origines. Produits en Bretagne, à l'origine, c'était très focusé sur l'industrie agroalimentaire et le monde de la distribution. Aujourd'hui, le collège-service, donc les métiers du tertiaire, représente plus de 50% de nos adhérents. Donc, forcément, il y a de la pédagogie à faire vis-à-vis de ce que sont les métiers présents dans nos entreprises, qu'elles soient TPE, PME, ETI ou grands groupes. Madame Bréard, justement sur les compétences, quand vous parlez des formations supplémentaires là, sur 2021-2022, il y a des secteurs prioritaires aujourd'hui sur lesquels vous appuyez plus particulièrement? Oui, il y a 4 secteurs prioritaires qui ont été définis par l'État, par le gouvernement, notamment tout ce qui concerne le numérique, la transition digitale, la transition numérique, la transition écologique, climatique, environnementale, c'est le deuxième secteur. Hier, nous étions en visioconférence avec Emmanuelle Wargon, la ministre, sur ce sujet, d'ailleurs, pour accélérer les formations dans ce domaine-là. L'autre pilier, l'autre secteur prioritaire, c'est l'industrie. Et en Bretagne, je dis toujours que l'industrie est fondamentale parce que on oublie que nous sommes une région industrielle et on pense essentiellement agroalimentaire. J'étais chez PSA mercredi. Il y a d'autres belles pépites industrielles qui méritent notre attention et qui, justement, sont en attente de compétences, ont besoin de qualifications et de jeunes pour pouvoir progresser, répondre à l'activité qui les attend. Et puis, le quatrième, vous ne serez pas surpris, c'est le secteur sanitaire et social et plus particulièrement aussi le secteur de l'aide à domicile sur lequel nous travaillons tout particulièrement. Mais on n'exclut pas d'autres secteurs, notamment l'agroalimentaire avec tout ce qui concerne le bien manger, l'alimentation, la qualité des produits, également tout ce qui concerne la mer, la pêche, enfin bref, quoi. Puis, bien sûr, le bâtiment, j'ai parlé de la transition énergétique et écologique. Le bâtiment a un rôle fondamental. Donc, l'idée est de renforcer les formations dans ce domaine, mais aussi de travailler sur l'attractivité des métiers. Parce que dans certains domaines, il est difficile, il y a des représentations qui sont encore négatives, qu'il faut travailler, qu'il faut déplacer. Et c'est vrai que s'appuyer sur des réseaux d'entreprises, c'est important.
je pense que je vous ai parlé de la plateforme IDEO et notamment de notre volonté d'inclure dans cette plateforme IDEO qui est la plateforme du service public régional d'information et d'orientation avec des rubriques différentes et notamment nous avons une rubrique sur les secteurs d'activité et l'idée est d'avoir des témoignages de salariés en entreprise, des témoignages de jeunes qui sont en formation pour rendre plus dynamique cette plateforme et qu'elle incite, qu'elle soit attractive et qu'elle permette de développer des interrogations et qu'elle suscite des vocations, si on peut dire. Jérémy, à travers vos plateformes d'Hello Work, est-ce on peut dessiner quelles sont les attentes aujourd'hui des jeunes, qu'ils soient en études ou juste après ou qu'ils entrent dans la vie active, sur le point d'entrer dans la vie active? Tout à fait, notamment sur la partie formation. On a sorti un baromètre qui analyse justement les recherches de formation des jeunes avant et après confinement. Et on voit que les jeunes se renseignent sur les métiers d'avenir et on voit notamment qu'il y a aussi un vrai engouement sur les secteurs du social, notamment tout ce qui va être des métiers de l'hospitalier. Donc les jeunes se renseignent et à mon avis veulent contribuer à l'effort collectif. Nous, c'est quelque chose qu'on essaye d'encourager. On a notamment lancé un dispositif qui s'appelle Vite un alternant, de façon à aider toutes les entreprises qui souhaitent recruter des alternants à être mis en relation justement à trouver le bon alternant rapidement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement a mis en place des aides également pour aider les entreprises dans leur recrutement d'alternants. Beaucoup d'entreprises ont dû recruter dans des délais assez courts des alternants et on a souhaité y contribuer de notre côté en facilitant justement cette mise en relation à travers nos différentes plateformes. Et donc, les attentes actuelles là, que vous citez, c'est notamment dans le domaine du social. Est-ce qu'elles rencontrent les attendus des entreprises ou des fois il y a un décalage? Non, je pense que justement les jeunes se renseignent sur les secteurs qui recrutent de plus en plus. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt rassurant. Et du coup, on voit vraiment qu'il y a une rencontre qui se crée entre les jeunes et les entreprises. Et donc, c'est plutôt positif et plutôt synonyme de reprise. D'accord. Donc, selon vous, est-ce que nous sommes à une période de transition? Est-ce que nous sommes à une période de transition? Je ne sais pas. En tout cas, je pense que tous les signaux sont plutôt positifs et on essaye du côté d'Hello Work, en tout cas, de mettre tout en œuvre pour faciliter justement cette reprise. Daniel, le numérique sur Rennes, effectivement, c'est un secteur important. Est-ce que Jérémy disait que les étudiants, avant ou après, se renseignent sur les secteurs qui recrutent. Comment les attirer, par exemple, vers le numérique? Déjà, alors la première chose qu'on peut remarquer, c'est que les entreprises, alors moi j'ai le point de vue start-up et entreprise innovante, mais elles continuent à recruter, elles continuent à se développer dans la période et depuis plus d'un an, et donc sur des compétences qui sont toujours un petit peu pénuriques historiquement, sur le numérique, les développeurs, mais aussi en fait donc les commerciaux, les business développeurs, c'est des compétences compliquées à trouver sur le territoire, avec certaines spécialités en plus sur la cybersécurité qui sont très demandées en ce moment sur le territoire. Et je rejoins vraiment l'approche par compétences dont on parlait tout à l'heure. On voit qu'en complément en fait, des outils traditionnels qui se sont digitalisés, donc des forums, etc., de plus en plus, il y a une démarche des services entreprises, des écoles, de rentrer en lien avec les entreprises pour connaître leurs enjeux, identifier des profils chez eux et donc faire une sélection. Et on est de plus en plus en complément sur des modalités vraiment de mise en relation très, très ciblées. Parce qu'il y a une volonté des entreprises de recruter. Les étudiants, bien sûr, veulent toujours se connecter au monde de l'emploi et trouver des opportunités. C'est vraiment cette notion de lien au milieu qui est difficile à faire dans des conditions où on est beaucoup en virtuel. Et ça passe beaucoup aujourd'hui, en complément de tout ce qui existe, par de la mise en relation des différents acteurs. Cette mise en relation, pour terminer, Madame Collet, elle va se poursuivre et vous êtes plutôt optimiste pour la suite? Ah oui, de toute façon, je suis d'un naturel très optimiste et je pense que de toutes les crises naissent des opportunités. Pour qui sait les trouver, enfin les chercher et puis donc les trouver. Je trouve qu'on a des acteurs en Bretagne qui sont exceptionnels. Georgette Bréard n'avait pas assez de temps pour parler de tous les secteurs d'activité qui sont présents en Bretagne parce qu'on a cette chance-là d'avoir
historiquement 2 points de moins de chômage que le national, parce que nous avons une multiplicité sectorielle avec des entrepreneurs qui sont courageux et qui osent entreprendre et qui sont aussi aidants. Et on a, et Daniel et Jérémy les représentent, des écosystèmes qui sont promouvants et qui font beaucoup de prospectives, et ce qui fait qu'on a toujours de l'avance. Et quand on a effectivement des pénuries, eh bien, on travaille sur des formations et sur des écoles originales qui sont peut-être issues d'entreprises d'ailleurs. Comme on a un qui répond, voilà. Qui répond extrêmement positivement. Et notre réseau d'entreprises produit en Bretagne, pour le reciter, est né il y a moins de 30 ans sur déjà une crise qui était l'ouverture des frontières des pays de l'Est, et sur juste une idée très simple: garantissons nos emplois, consommons local d'une façon solidaire. Et donc, on a inventé le circuit court avant qu'on appelle ça le circuit court, et on a fait preuve juste d'un pragmatisme qui est un simple pragmatisme breton et qui fait la spécificité bretonne, qui est aussi une paire de réseaux sur laquelle on se serre les coudes. Et c'est pour ça que je suis très optimiste pour nos jeunes, je suis très optimiste pour nos entreprises. Évidemment, ça va être très difficile. Pour les miennes, j'ai 3 entreprises, c'est extrêmement difficile parce qu'on a les crises externes, mais aussi on a beaucoup des crises internes, parce que les mal-être des jeunes, nous on retrouve aussi des mal-être des salariés, et on n'est pas exempt de ça. Voilà, mais donc, optimiste. On va terminer sur cette note optimiste. Madame Bréard, vous pouvez vous appuyer dans le plan jeunesse sur les entreprises bretonnes et sur le réseau et tout l'écosystème. C'est vrai que c'est un profil particulier et qui est de la Bretagne et qui est plutôt assez solide. Écoutez, je vous remercie tous d'avoir participé à ce live.